Le refuge en effet est de retour en Guyane, l'association qui accueille des jeunes LGBT+ en souffrance en leur offrant notamment un premier abri lorsqu'ils sont chassés du domicile familial avait fermé il y a 4 ans en Guyane. À l'époque en 2020, les bénévoles et salariés avaient quitté la fondation et créé une autre association, Casavenir. 4 ans plus tard, le refuge revient donc sur le territoire pour à nouveau prendre en charge des jeunes en situation d'exclusion. Un nouveau local va ouvrir à Cayenne et des permanences seront organisées à Saint-Georges et Saint-Laurent. Pour en parler, le directeur des finances et du développement du refuge est notre invité ce matin. Benoît Cascade, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions et faire le point donc sur le retour du refuge en Guyane et de votre dispositif d'accueil. J'aimerais déjà pour comprendre, on va dire un petit peu ce qui s'est passé, revenir sur ces 4 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé, Benoît Cascade? Pourquoi le refuge avait arrêté d'accueillir des jeunes ici en Guyane et qu'est-ce qui a fait là que votre fondation du coup a décidé de revenir pour se réinstaller sur le territoire, pardon. Bonjour et d'abord je voudrais vous remercier pour votre invitation. Le refuge a eu au niveau national une période de profond changement à partir de 2020 qui a eu des conséquences sur un bon nombre des délégations, notamment parce que la fondation reposait beaucoup sur des bénévoles qui étaient engagés à nos côtés et qu'au moment où justement la fondation au niveau national vacille un peu, cet engagement bénévole forcément empathie également et donc il y a eu une rupture entre l'équipe guyanaise qui souhaitait poursuivre justement cette activité et un conseil d'administration, une équipe de direction qui a changé profondément. Et donc il y a eu une période de transition, mais les choses sont désormais plus calmes puisque nous avons depuis début 2023 une équipe, autant au conseil d'administration que dans les équipes de direction, qui est renouvelée, profondément renouvelée, ce qui nous a permis du coup de renouer, de reprendre contact avec les anciennes personnes qui étaient engagées au refuge pour comprendre justement ce qui n'avait pas été, comment les choses pourraient être mieux faites et puis pour pouvoir aussi relancer dans de bonnes conditions l'association et les prises en charge. Concrètement, du coup, il y a quoi de différent, on va dire, avec le refuge version 2024 et ce qui pouvait exister il y a quelques années? Alors, la grosse différence désormais, c'est l'accès à des financements publics qui permet du coup de financer des dispositifs avec d'une masse salariale et donc des travailleurs sociaux, un coordinateur ou une coordinatrice territoriale qui chapeaute du coup l'activité de façon professionnelle. Le refuge repose toujours sur beaucoup de bénévoles engagés qu'on forme mieux aussi. Donc la mise en place de modules de formation initiale et continue, de sorte que la prise en charge des jeunes, qui sont des jeunes qui ont des parcours de vie extrêmement accidentés, qui sont dans des situations difficiles, puissent justement avoir une écoute qui soit professionnelle, qui soit extrêmement bien formée pour justement assurer que la qualité d'accompagnement soit la meilleure possible et pour leur permettre une reconstruction émotionnelle et matérielle la meilleure possible. Ça veut dire vraiment que, comme beaucoup d'autres associations évidemment, mais peut-être encore plus pour la vôtre, sans bénévoles, le travail que vous faites sur tout le territoire, il est quasiment impossible. Absolument, absolument. C'est extrêmement précieux pour nous d'avoir des bénévoles, puisque même si la professionnalisation du refuge qui a été mise en place suite au changement et suite à la période de transition permet du coup le recrutement de travailleurs sociaux sur l'ensemble des délégations proposant de l'accueil de jour ou de l'hébergement, reste que nous avons besoin de forces vives, de bénévoles pour justement compléter ce suivi social, organiser des activités à destination des jeunes, organiser des groupes de parole, organiser tout un tas de choses qui permettent justement à ces jeunes-là de reprendre confiance en soi et de reprendre confiance en un avenir autonome et Et je me permets de vous couper, quand vous parlez de délégation, en fait, ce sont ces antennes que vous avez un petit peu, qui sont implantées sur le territoire, à la fois dans l'Hexagone, mais aussi dans certains territoires d'outre-mer. Absolument. Nous avons 19 délégations départementales aujourd'hui qui proposent de l'hébergement pour un total de 230 places d'hébergement ouvertes actuellement sur l'ensemble du territoire national, et donc avec des délégations en Guyane et des solutions d'hébergement à La Réunion également. Un mot quand même sur ce que votre fondation fait au niveau national. Benoît Cascade, le refuge, ça fait maintenant une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans que ça existe. En quelques mots pour celles et ceux qui vous écoutent et qui ne connaîtraient peut-être pas ce que vous faites, vos missions, vos objectifs et ce que vous faites concrètement au quotidien. La fondation Le Refuge, depuis un peu plus de 20 ans, puisqu'elle a été créée en 2003, se spécialise dans
l'accompagnement et l'hébergement de jeunes LGBT+, en situation d'exclusion, notamment en raison d'un rejet familial. Donc ce sont des jeunes on s'occupe des jeunes de 18 à 25 ans, et qui, en raison de leur orientation sexuelle et d'identité de genre, se retrouvent à faire face à la précarité, se retrouvent dans une situation de vulnérabilité, et se retrouvent justement, alors qu'ils étaient sur des rails de vie assez classiques, dépendants de services sociaux. Et donc nous, on souhaite les aider du coup à se reconstruire et à dire en fait l'orientation sexuelle et l'identité de genre aujourd'hui ne devrait pas être une raison pour laquelle on se retrouve à la rue. La Fondation fait aussi deux autres activités essentielles. Gère une ligne d'écoute qui est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est destinée justement à ce que les gens puissent appeler à l'aide, mais aussi destinée à tout un tas de personnes qui gravitent autour de ces personnes et qui auraient besoin de conseils, d'orientation liés à une situation difficile rencontrée par une personne de leur entourage. Et enfin, la Fondation fait de la formation et de la sensibilisation, puisqu'on est très conscient qu'on ne peut pas... Le combat est tellement énorme qu'on ne peut pas le faire seul. Et donc on forme des acteurs associatifs, des acteurs publics, des acteurs privés. On intervient dans les écoles pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et on essaye de faire en sorte que l'ensemble des organisations et de l'écosystème autour de nos publics soit le plus inclusif possible pour avoir des relais. Le refuge, c'est 1700 demandes d'hébergement chaque année formulées chaque année sur la ligne d'écoute. Je disais, on a 230 places ouvertes. Donc évidemment, on est sans cesse plein. Et donc nous, notre but aussi, c'est de trouver d'autres relais, donc c'est de former, c'est de pouvoir orienter ces jeunes vers aussi d'autres associations qui auront conscience justement des difficultés particulières rencontrées par les jeunes qui ont recours au refuge. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur justement ce dispositif d'hébergement d'urgence que vous allez réinstaller en Guyane. J'aimerais d'abord revenir sur un point que vous avez commencé à aborder. Vous avez parlé de la famille. Est-ce que, et évidemment on va pas stigmatiser tout le monde parce que dans certains cas ça se passe quand même bien, mais est-ce que mine de rien et malgré tout, la famille c'est la première source de discrimination finalement pour n'importe quel jeune LGBT avant même de parler de l'école ou du milieu professionnel? Absolument, puisque la famille... En fait, se retrouver à 18 ans sans abri, parce que, juste une petite précision, je l'ai dit, mais nous, on s'occupe des 18-25 ans en priorité. Ce sont des jeunes qui, en fait, souvent, continuent à subir des violences psychologiques, des violences physiques à l'intérieur du cercle familial, et qui, parce qu'ils ne sont pas encore majeurs, n'osent pas encore partir. Et donc, qui arrivent au refuge après déjà plusieurs années, des fois d'errance, à dormir chez des tiers, à aller chez une tante, un oncle, à aller... dans la rue aussi, parfois, malheureusement dans la rue. Et donc, oui, le cercle familial est le dernier cercle qui protège, et quand du coup celui-là est détruit, évidemment, on n'a plus aucun repère. Et donc, c'est pour ça que, malheureusement, le rejet familial reste la cause numéro 1 de l'exclusion et de la précarité des jeunes. Et c'est la raison aussi pour laquelle beaucoup de jeunes choisissent volontairement de retarder, on va dire, leur coming out, en ayant peur finalement que s'ils le disent à leurs proches et à leur famille, ils se retrouvent totalement abandonnés. Absolument. Cette semaine, le 11 octobre, qui est la journée mondiale du coming out, qui justement montre que beaucoup de jeunes ont peur, parce qu'aussi ils savent que si ça se passe pas bien, vers qui je vais me tourner. Et c'est ça qui est important, et pourquoi le refuge continue de se battre pour exister, c'est de se dire, en fait, les jeunes qui appellent le refuge, ils n'appelleront pas le SAMU social, ils n'appelleront pas les autres services publics, parce qu'ils ne savent pas l'accueil qui va leur être réservé. Donc nous, on a une responsabilité aussi de parler justement avec ces opérateurs des solidarités, et de dire, écoutez, aujourd'hui, pourquoi les jeunes n'osent pas vous appeler, alors qu'ils seraient tout à fait éligibles à profiter de vos services, et parce que justement, si la famille ne nous accepte pas, alors pourquoi les autres l'accepteraient? C'est un peu ça ce qui s'est passé depuis 4 ans finalement en Guyane, depuis que le refuge a arrêté de venir en aide à tous ces jeunes, que beaucoup d'entre eux se retrouvent totalement démunis et n'avaient personne en quelque sorte vers qui se tourner. Absolument, c'est le besoin n'ayant pas changé, les demandes continuent à nous arriver, notamment via la ligne d'écoute, où plusieurs dizaines de jeunes Guyanaises et Guyanais ou de personnes appelant depuis le territoire de la Guyane continuent d'appeler, de solliciter notre intervention. Il y a heureusement des associations sur place, des partenaires locaux. On parlait de Casavenir, mais il y a d'autres associations, notamment qui font de l'accompagnement sur les personnes atteintes du VIH/SIDA. Mais aujourd'hui, en Guyane, on a une situation où si on est malade, on a accès à des soins. Mais si on est juste isolé dans une situation de précarité, en fait, il y a très peu de relais. Et donc, on va travailler du coup avec les partenaires locaux, l'ensemble des associations du territoire, à justement organiser des prises en charge et voir qui fait quoi dans le travail du coup de reconstruction des jeunes. Donc vous êtes en Guyane, Benoît Cascade, on l'a dit, pour réinstaller le refuge. Les recrutements de l'équipe, ça y est, ça a commencé? C'est en cours. On est en train de terminer justement
le but de cette visite était également de rencontrer les personnes, parce qu'on a pas souhaité envoyer le message que les personnes seraient recrutées par visio. Donc effectivement, c'est en cours. On est cette semaine dans la dernière phase des entretiens, et donc on espère d'ici la fin du mois pouvoir commencer les prises en charge. Ce sera une équipe de combien de personnes à peu près? Ce serait une équipe de 2 personnes, Oui. salariées, et on espère plus. On va continuer à rencontrer les partenaires publics notamment, et aussi les entreprises. C'est un appel aussi à toutes les entreprises qui ont envie de nous soutenir, parce qu'aujourd'hui, pour salarier des personnes, on a besoin justement de financement pérenne. On a la chance à la Fondation Le Refuge de recevoir beaucoup de dons de la part de particuliers. Mais voilà, pour pouvoir recruter, pour pouvoir offrir à des gens des bonnes conditions de travail, on a besoin de financement pérenne. Et on va juste un petit mot pour dire qu'on va aussi travailler sur Saint-Georges et sur Saint-Laurent avec des associations locales aussi et des partenaires, à justement pouvoir proposer des permanences, parce que l'idée ne soit pas que les gens doivent venir à Cayenne pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des prestations d'accompagnement que le refuge a à offrir. Justement, vous anticipez sur ma prochaine question, ces permanences à Saint-Georges et Saint-Laurent, vous comptez faire quoi exactement, apporter quel genre d'aide? Alors, je vais malheureusement un peu botter en touche là-dessus, parce que les choses ne sont pas encore totalement installées. Oui. Mais le but est de pouvoir justement compter sur les associations déjà présentes sur le territoire pour pouvoir en fait, partager un local, des bureaux, pour justement tenir des permanences où les personnes pourront venir et, je disais, profiter des mêmes prestations, c'est-à-dire un accompagnement social, un accompagnement psychologique, voire médical, ou en tout cas pouvoir être orienté selon ses besoins vers le meilleur acteur, si ce n'est le refuge. Donc vous l'avez dit, la mission la plus connue, j'ai envie de dire, du refuge, c'est de lutter contre l'isolement des jeunes LGBT+, qui sont en situation de rupture familiale. Comment est-ce que ça se passe en moyenne? Combien de temps est-ce que vous les hébergez? Et qu'est-ce que vous faites en complément aussi pour les aider à ce qu'ils se reconstruisent, on va dire, peu à peu? Nous avons une politique de signature d'un contrat d'hébergement de 3 mois renouvelable, sans limite dans le nombre de renouvellements. D'accord. On a une moyenne de séjour au niveau national de 9 mois. Le refuge a 2 enjeux principaux. Un, développer le nombre de places d'hébergement, c'est évidemment, vu les chiffres que je vous annonçais, mais aussi de faire en sorte que les jeunes restent moins longtemps, c'est-à-dire mobiliser l'ensemble des leviers pour leur insertion sociale et professionnelle. Nous avons donc lancé cette année un programme dédié à l'insertion professionnelle des jeunes, où on travaille avec les missions locales, avec les associations d'insertion professionnelle, avec les universités et avec l'ensemble des acteurs, et notamment des entreprises qui ont souhaité valoriser leur engagement en matière de diversité et d'inclusion en soutenant financièrement ce type de programme, et en recrutant aussi des conseillers en insertion professionnelle dont le travail est de justement définir des parcours pour que ces jeunes puissent rapidement accéder à des revenus, puisque la première des priorités pour les jeunes qui rejoignent le refuge, c'est de sortir du refuge, parce qu'évidemment, on est une association très sympa, c'est une safe place, ils savent qu'ils viennent, qu'ils sont en sécurité, qu'ils peuvent parler avec des personnes qui sauront les écouter, mais elles dépendent d'un service social, et donc évidemment, il ne faut pas penser que les jeunes qui sont au refuge, ils vont rester très longtemps parce qu'ils sont bien contents, ils sont logés, nourris, blanchis. Ce n'est pas le cas. Les jeunes ont envie de partir, et donc nous, notre but, c'est comment ils accèdent rapidement à des revenus pour pouvoir s'autonomiser, parce que c'est comme ça aussi qu'on reprend l'estime de soi et une confiance en soi complète. C'est quoi une safe place, Benoît Cascade? Une safe place, c'est un endroit où, en tant que personne LGBT, on va arriver, on va savoir que les personnes ne vont pas être jugeantes, que les personnes ont intégré la difficulté, la diversité des publics LGBT+, et la multiplicité des identités, et donc du coup dans un endroit où on se sent bien. C'est-à-dire que et ça peut être n'importe quel endroit. Ça peut être n'importe quel endroit. Association. Heureusement, exactement. Il y a des bars, des associations, des entreprises qui sont des safe places parce qu'elles portent justement des politiques en matière RH ambitieuses sur le sujet, avec de la formation des managers sur la question des transidentités notamment. Donc oui, une safe place peut être partout. Donc un nouveau local à Cayenne, vous l'avez dit, il sera où d'ailleurs? Il sera près du marché, place Victor Schœlcher. À côté de l'endroit du coup qui accueillera les jeunes pour l'hébergement, ou pas du tout? L'hébergement, ce sera dans un autre quartier. Oui. On ne communique jamais sur les places d'hébergement des jeunes du refuge par mesure de sécurité. Mais en tout cas, les premières places devraient ouvrir pas immédiatement. On a d'abord eu des financements pour faire de l'accueil de jour. Pouvoir compter aussi sur les partenaires qui proposent déjà des solutions d'hébergement. Il y en a un certain nombre, notamment le groupe SOS avec qui nous travaillons beaucoup. Et donc, on va essayer de voir... effectivement, en fait, l'avantage justement de ce centre de Cayenne, c'est la présence de plusieurs associations autour qui font de l'accompagnement en matière de santé mentale, en matière de santé sexuelle. Et donc, voilà, on va s'inclure dans ce réseau associatif pour travailler ensemble.
Combien de places d'ailleurs pour le refuge Guyane? C'est quoi les objectifs et les possibilités aussi financières que vous avez là? Le plus possible, malheureusement, on n'a pas aujourd'hui de financement dédié à l'hébergement d'urgence. Donc c'est la campagne de collecte de fin d'année qui va conditionner notre capacité à louer sur fonds propres des places. Mais on aimerait bien pouvoir offrir une dizaine de places dès la rentrée 2025. Mais je ne peux pas m'engager aujourd'hui sur un chiffre précis parce que nous ne le savons pas. On a commencé à en parler en filigrane, on va dire, depuis tout à l'heure. Dans quelle mesure est-ce que vous vous appuyez déjà et vous appuierez, Benoît Cascade, sur le réseau militant et associatif qui existe déjà en Guyane? Et je pense aux associations, on les a déjà citées, hein, Yana Colors ou encore Casa Avenir. Nous allons largement nous appuyer puisque c'est avec ces associations-là qu'on a construit aussi le projet d'implantation. Ouais. On avait travaillé avec Casa Avenir sur un projet européen notamment, qui n'a pas finalement été retenu, mais en tout cas ça avait permis de renouer le lien et de justement nous assurer que il y avait bien un besoin supplémentaire parce que les associations qui sont des associations bénévoles n'avaient pas l'approche métier et l'expertise en matière d'accompagnement ni accès au financement leur permettant de proposer les prestations que le refuge souhaite proposer. Donc nous allons évidemment travailler main dans la main avec ces associations qui reconnaissent également le fait que le manque en tout cas causé par la fermeture du refuge, et donc voilà, nous allons avoir plusieurs projets communs, voir pourquoi pas partager des locaux sur les territoires d'implantation de cette association. Je vous pose la question des structures et des associations locales parce que je me souviens il y a 4 ans quand Casa Avenir s'était créé, avait été pointé du doigt le fait qu'il y avait un besoin d'avoir des organisations ici en Guyane portées par des Guyanaises et des Guyanais pour lutter contre l'idée que les droits LGBT+, on va dire, viendraient de l'Hexagone, de l'extérieur, ne feraient pas partie de la culture guyanaise. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête, Benoît Cascade? Bien sûr, évidemment. Nous souhaitons recruter des personnes qui connaissent très bien le territoire, parce que justement pour comprendre la complexité du territoire guyanais dans sa dimension multiculturelle, c'est-à-dire avec des approches extrêmement différentes d'une commune à l'autre sur la question LGBT+. Avec quand même une donnée générale qui est le fait que ce soit un sujet encore très tabou entre les familles, pas à l'intérieur du cercle familial, mais c'est le cas aussi d'autres territoires d'outre-mer. Moi, je viens moi-même de La Réunion, et c'est quelque chose où l'homosexualité peut être tout à fait acceptée à l'intérieur du cercle familial, mais il ne faut surtout pas que les autres familles le sachent, parce qu'il y a une question de réputation entre familles. Donc on va travailler avec des personnes qui connaissent très bien le territoire. C'est l'expertise qu'on va aussi valoriser des associations implantées sur la Guyane pour justement comprendre l'ensemble des facteurs qui font que la question LGBT+ sera extrêmement différente selon d'où on se situe sur le territoire. Oui, c'est difficile d'avoir des chiffres précis sur la situation guyanaise. Oui. Une des rares études qui a été faite et que j'ai retrouvée, elle remonte à 2018. C'est l'hôpital de Cayenne et l'université de Guyane qui l'avait faite. On apprenait que les jeunes de Guyane se définissant comme non hétérosexuels disaient en très grande majorité, 87%, avoir peur de parler de leur orientation. Évidemment, il y a la prise en charge dont on a parlé tout à l'heure, mais sur ce volet-là, Benoît Cascade, la lutte contre les discriminations, l'évolution aussi des mentalités, qu'est-ce que vous pourriez faire, on va dire, et surtout, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose? Bien sûr que nous avons envie. Le gros sujet au niveau national, c'est que en France, on ne collecte pas de données, notamment dans les statistiques publiques, sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. C'est un fait. Je ne sais pas si c'est souhaitable ou non, parce que si on se mettait à lister les personnes LGBT+, cette liste existerait, et puis le jour où la politique tourne dans le mauvais sens, ça pourrait être extrêmement préjudiciable. Reste que nous, justement, via notre ligne d'écoute, on a la chance d'être extrêmement identifiés, à la fois dans les associations qui nous sollicitent et aussi par les gens qui nous appellent. Et donc, on installe un travail de statistique pour justement donner à voir la réalité des discriminations. On lance cette année, au niveau national, un observatoire des vulnérabilités queer qui va justement se donner pour mission de montrer les chiffres de la discrimination LGBT-phobe et de ses conséquences. Le premier rapport, le panorama des vulnérabilités queer, va sortir cette semaine, le 10 octobre, qui va justement développer de nouveaux concepts dans l'approche et dans l'action sociale, notamment sur un sujet de sur-sans-abrisme queer, pour dire qu'aujourd'hui, être LGBT nous expose davantage que de ne pas être LGBT au sujet du sans-abrisme et au sujet de l'exclusion. Et donc, ce travail-là, il a été... du coup, ces chiffres qui sont précieux quand des organisations se décident à justement donner à voir, on prend.
et on va continuer à chercher des projets, des financeurs pour justement travailler, comme c'était l'esprit du projet que nous avions déposé avec Casavenir, à justement créer de la donnée dans les discriminations d'accès à l'école, d'accès à l'emploi, d'accès à la santé et d'accéder à l'ensemble des services publics essentiels au bien-être des personnes. Pour légitimer finalement ce que vous faites sans avoir des chiffres précis sur une situation, on navigue un petit peu à vue et de l'extérieur, on ne comprend pas pourquoi. Exactement, on navigue à vue et les personnes ont tendance à dire, notamment les responsables politiques, pourquoi il y a besoin de dispositifs spécifiques aux personnes LGBT+. Ouais. Les personnes LGBT+, ont qu'à aller dans les autres dispositifs. Alors que 32% par exemple des jeunes qui arrivent au refuge ont déjà vécu un service de solidarité autre, un service d'hébergement d'urgence autre, et a subi des violences physiques à l'intérieur de ces services-là. C'est ça qu'on essaie de montrer. Oui. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, faire des dispositifs spécifiques est encore nécessaire. Tant qu'on aura de la demande, on ne pourra pas dire ça y est. Nous, on aimerait bien que le refuge, dans quelques années, n'existe plus. Et on aimerait bien dire, en fait, le refuge a fermé il y a 4 ans, les demandes se sont arrêtées ou d'autres relais ont pu être pris, donc tant mieux. On aurait adoré le faire, mais c'est malheureusement pas le cas. Donc objectivons tous ces sujets, et à tous ceux qui disent qu'il n'y a plus de discrimination parce qu'on les voit moins, justement, regardez les chiffres du refuge. Pour revenir sur la situation guyanaise, la première urgence, j'ai envie de dire, c'est quoi quand vous parlez justement aux associations locales qui ont continué avec leurs faibles moyens, il faut le dire, à faire quelque chose depuis ces 3-4 dernières années. Qu'est-ce qu'elles vous remontent comme information et comme urgence finalement en vous voyant arriver, Benoît Cascade ? L'urgence qui est remontée, c'est surtout la précarité dans laquelle les personnes se placent quand justement elles perdent le cercle familial. Oui. Et donc avec des situations d'errance qui sont compliquées, avec du coup des situations sanitaires qui se dégradent fortement pour ces personnes. Donc il y a déjà le sujet de l'hébergement. Il y a aussi le sujet de l'accompagnement social et de la rupture de l'isolement, c'est-à-dire pouvoir en parler. Avoir assez de temps et assez de personnes qui travaillent pour l'association pour que tout un chacun ayant besoin justement d'exprimer des difficultés qu'il ou elle rencontre puisse se tourner vers quelqu'un et puisse avoir un accompagnement notamment social, notamment psychologique, avoir accès à des psys qui soient formés, qui soient experts, qui soient sensibilisés au sujet, notamment au sujet de l'identité de genre. On a un gros manque dans les politiques publiques, c'est le fait de nommer que les transidentités aujourd'hui surexposent encore plus que l'homosexualité aux problématiques. 69% des personnes transgenres ont déjà eu des pensées suicidaires. Ouais. C'est énorme, et 34% sont déjà passés à l'acte au niveau national. Et donc évidemment qu'au niveau de chaque région, ces chiffres affolants s'appliquent également. Donc nous, justement, on veut pallier et puis être justement des relais dans ces moments de détresse et de pouvoir offrir des solutions supplémentaires. Est-ce que le combat transgenre aujourd'hui, Benoît Cascade, en Guyane, mais finalement partout ailleurs dans le monde, il correspond à peu près à ce qu'on voyait dans les années 80 et 90 avec le combat purement homosexuel ? Alors, non. On a beaucoup plus de personnes qui aujourd'hui osent poser la question, notamment dans la nouvelle génération, qui osent poser la question du genre, de la fluidité du genre. On a aussi plus de visibilité des personnes transgenres dans les médias, dans un certain nombre d'émissions et dans un certain nombre de personnages publics, d'influenceurs, influenceuses, qui justement abordent les sujets. Et donc la génération est allée très très vite, et donc c'est vrai qu'avec la génération d'avant, il y a un temps d'incompréhension, parce que c'est un sujet complexe, c'est un sujet multifacette, il y a immensément de situations sur les transidentités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est des parcours à chaque fois extrêmement individuels, extrêmement intimes. Donc il est difficile d'aborder en généralité. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est de dire les personnes n'ont pas à subir du coup des violences. Les personnes doivent pouvoir s'exprimer, doivent pouvoir être comprises. Et donc on développe justement tout un tas d'activités, d'actions de sensibilisation autour des transidentités qui sont aujourd'hui encore moins comprises que les questions de l'homosexualité. On parlait il y a quelques minutes des tabous et du rejet que vous aviez constaté à La Réunion ou même ici en Guyane. Et pourtant, la Guyane, quand on la compare aux pays voisins, je pense au Suriname, au Guyana, à Cuba ou même en Haïti, où on sait bien que la situation des personnes LGBT+, elle est clairement catastrophique. Quand on compare la Guyane à ces endroits-là, finalement, ça reste un territoire beaucoup plus tolérant que le reste de l'Amérique du Sud. Comment est-ce que vous avez envie finalement de vous inclure, on va dire, dans cette dimension géographique-là, Benoît Cascade ? Alors, c'est effectivement, il y a
des sujets d'extrême pauvreté qui touchent les pays autour de la Guyane et qui font que les situations de précarité peuvent être exacerbées. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que il n'y a pas de violence sur le territoire guyanais. La violence est peut-être un peu plus derrière les murs, et peut-être un peu plus psychologique, un peu plus verbale que physique. Reste que il y a beaucoup de pays autour qui ont des prides où il y a beaucoup plus de participants, malgré le fait que ce soit des pays beaucoup plus religieux, où la religion a plus de place. J'en discutais hier avec une des figures du secteur associatif guyanais qui disait, voilà, au Suriname par exemple, il y a des prides, il y a des rainbow flags dans la rue, à côté, entre les églises évangélistes et entre d'autres mouvements religieux extrêmement puissants. Et donc, voilà, c'est dire que le sujet est complexe. Ouais. C'est dire que le sujet est complexe parce que c'est vrai que voilà, la situation guyanaise par rapport aux pays aux alentours fait que, il y a un peu plus d'infrastructures en place pour prendre en charge les gens. Mais les violences sont toujours là, malheureusement. Dernière question, on en a parlé juste avant d'entrer en studio et ce serait bien de terminer là-dessus sur ces formations et ces actions de sensibilisation que vous comptez aussi mener sur tout le territoire. Où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous comptez faire, Benoît Cascade ? Alors, on est justement, ça viendra immédiatement après l'installation de l'équipe parce que Ouais. l'urgence c'est démarrer les prises en charge, démarrer l'accompagnement social sur Cayenne, sur Saint-Laurent, sur Saint-Georges. Ensuite, on va procéder au recrutement de bénévoles. Et donc aussi, le message ce matin, c'est écrivez-nous, écrivez guyane@le-refuge.org pour manifester votre envie de nous aider dans l'émission Confiée au refuge. On va se répartir les tâches ensuite avec les associations qu'on va pouvoir écrire des partenariats pour se répartir les rôles et de voir qui vise quel acteur. Et donc on veut commencer très vite les interventions au milieu scolaire, notamment les interventions auprès des hôpitaux publics. Et puis on le fera là où on a besoin de nous, parce qu'encore une fois, il y a aussi des relais ici et des associations qui font déjà ça. Il y a encore trop de jeunes d'ailleurs qui n'osent pas venir vous voir, n'osent pas venir Absolument. vous contacter, Benoît Cascade. Et qu'est-ce qu'on fait finalement pour faire en sorte que ce passage-là finalement il soit plus facile ? On leur dit d'oser, on leur dit d'appeler la ligne d'écoute, c'est le 06 31 59 69 50, avec bientôt un numéro qui sera mis en place pour pouvoir nous écrire sur WhatsApp en Guyane. Oui. J'espère que Radio Pays, que je remercie encore pour son invitation, pourra relayer ce numéro auprès des jeunes auditeurs et auditrices et aussi de leur entourage. Et donc on leur dit appelez-nous, appelez à l'aide, tournez-vous justement vers le refuge et vers les autres associations LGBT. On vous écoutera et on vous portera assistance du mieux que l'on peut. Et vous n'êtes pas seul. Merci beaucoup Benoît Cascade d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc directeur des finances et du développement du refuge, le refuge qui est donc de retour en Guyane. Merci encore. Merci. Très bonne journée. Merci à vous, bonne journée.